Bonsoir et bienvenue. C'est une image qui est restée dans beaucoup de mémoires. La combinaison révolutionnaire de l'athlète aborigène Cathy Freeman lors des Jeux Olympiques de Sydney. L'an dernier, souvenez-vous, le prix du public du FIFO était allé à un documentaire sur un footballeur australien aux prises avec le racisme de son pays. Soutenue par tout un pays, Cathy Freeman a elle aussi connu son lot de polémiques, notamment lorsqu'elle arborait les couleurs aborigènes après ses courses. Voici un extrait de ce film et un bref dialogue avec la réalisatrice de ce documentaire que nous avons joint en Australie. The event you're about to see, they're calling the race of our lives. Cathy Freeman in the 400. She just looks like she's floating. You can't take your eyes off her. I can help 1,000 other people and they couldn't do what Cathy Freeman could do. And she's got the magic, she's a genius. It's a beautiful, flowing, free, fluid style. It's like a beautiful machine that's well oiled. En fait, l'idée c'était vraiment d'être à l'intérieur de sa tête, dans sa tête. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de projeter des images justement de ce dont elle parle, qui illustrent ce dont elle parle. Et avoir cette impression un peu d'être à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un. Good morning, it's Monday, September the 25th. Monday, September the 25th, and guess who makes most front pages? An determined Cathy Freeman. Tonight, Freeman runs for gold tonight in the Olympic final of the 400 metres. It's amazing how one person can stop a nation. And that's exactly what Cathy Freeman will do tonight here at Olympic Stadium. Very gutsy move, because if you don't win the race, you come out with this radical outfit and people will be bagging it forever. This is what a rock star must feel like, and the rock star that night with Cathy. Pendant un demi-siècle, Français et Anglais se sont livrés à une véritable course de vitesse pour prendre possession des îles du Pacifique, mais un autre pays a envoyé des expéditions, mais qui avaient des motifs plus désintéressés. La Russie impériale, dont les bateaux ont abordé en premier bien sûr pour des Européens, certaines îles des Tuamotu. Récit d'une présence fugace, mais qui a un peu disparu des livres d'histoire, avec un film qui est consacré à ce sujet. On en voit un petit aperçu et on en parle tout de suite après avec notre invité. Qui sait qu'au début du 19e siècle, la majorité des atolls des Tuamotu en Polynésie portaient des noms russes. Qui sait aussi que les premières représentations de guerriers marquisiens ont été faites par des peintres embarqués sur des navires russes. Qui sait encore qu'aujourd'hui, de nombreux musées russes comptent des objets polynésiens dans leur collection. On n'a aucune visée à l'époque pour les Russes, aucune visée de conquête territoriale. On est là vraiment pour la science et mener des expéditions, recenser la faune, la flore, les poissons, les oiseaux, le climat, la météo, etc., pour approfondir la connaissance de ces îles et de ce grand océan qui est immense et que les Russes connaissent peu et ont besoin de connaître. Pendant ce voyage, le 25 avril 1816, Kotzebue aperçoit un atoll magnifique et impressionnant, 27 km de longueur et 19 de large. Il le nomme Krusenstern du nom de son mentor, un atoll appelé aujourd'hui Tikeau. Nous observons avec tristesse que la contribution des marins russes dans la découverte de ces territoires s'efface progressivement. Les atolls découverts ont été renommés pendant les colonisations françaises et américaines. Hélas, on ne peut rien faire. On constate le fait que petit à petit, sur les cartes, les noms russes se sont effacés. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de noms russes, hormis un petit atoll découvert par Kotzebue et nommé Bellingshausen, sur la commune de Maupiti, à 550 km au nord-ouest de Tahiti. Robert Koenig, bonsoir. Vous êtes prof de philo, mais aussi éditeur, et c'est un peu à travers ce travail d'éditeur que vous avez découvert cette histoire qui est quand même très méconnue. Vous avez édité un livre où se trouvent, mais vous allez nous le raconter, quelques-uns des premiers dessins de guerriers marquisiens.
Oui, la philosophie, c'est le désir de savoir. Donc, qu'est-ce qui contribue à l'histoire de la Polynésie? Il y a les récits anglais, il y a les récits français, et les récits russes sont méconnus, donc on ne peut que désirer les connaître. Et c'est vrai qu'en 1804, Krusenstern a fait une escale de 12 jours aux Marquises, et les illustrations que vous projetez viennent de cela. Et cette illustration a été faite par un Suisse, parce que c'était une expédition internationale. C'était un astronome suisse qui dépeint cette arrivée à Taiohae. Donc c'est Nukuiva 1804, c'est ça? C'est, voilà, mai 1804. Alors, le film dit qu'il n'y avait aucune ambition territoriale. On a du mal à le croire parce qu'on est tellement habitué à cette bagarre pour prendre possession des îles qui sont pourtant habitées, évidemment, mais dans le sens européen, possession. Pourquoi les Russes n'étaient pas intéressés par les îles du Pacifique? C'est-à-dire que les Russes considéraient ces îles comme une zone de passage. Tous les Russes, toutes les grandes expéditions, les 4 expéditions russes, elles partent du même endroit, Saint-Pétersbourg exactement, et ensuite il faut descendre l'Atlantique. Alors on va ou à droite ou à gauche, on passe par le Cap ou bien par le Cap Horn, et donc en remontant vers le nord, vers l'Alaska, qui était une colonie russe à cette époque-là, eh bien on passe inévitablement près des Tuamotu. Donc c'est pour ça. Donc c'était une étape pour faire le plein, de vivre, etc. Et il y avait aussi une envie de connaissance scientifique, disait tout à l'heure ce spécialiste. Le début du 19e siècle, c'est la suite du 18e, c'est-à-dire une connaissance, le désir de savoir. Et dans l'équipage, il y avait vraiment des équipes internationales, des astronomes, des naturalistes, des peintres, d'où les belles peintures que vous montrez. Alors Robert, une question sur les rencontres avec, et surtout le nom de ces îles qui avaient des noms russes, et puis bien sûr les noms ont été changés. En un mot, comment on a changé ces noms finalement? Eh bien, tout simplement, c'est difficile. Je prends l'exemple de l'île de Raroya, l'île du Kon-Tiki. Elle s'appelle Barclay de Tolnay. Eh bien, il faut savoir que cet homme, eh bien, c'est lui qui a eu la victoire de Paris. C'est lui qui s'est emparé de Paris en 1814. Donc, des noms russes, les noms russes qui ont été donnés par les Russes aux atolls des Tuamotu, ce sont les grands noms des héros de la guerre patriotique. Et donc, ça la fout un tout petit peu mal. Merci beaucoup, en tout cas. Et ce film que vous pouvez encore voir pendant quelques heures, qui raconte une histoire qui est vraiment, vraiment peu connue. Merci beaucoup, Robert, de nous avoir rejoints ce soir. Le palmarès 2021, justement, du FIFO qui sera rendu ce soir. Et vous pourrez suivre ce palmarès à la fois sur les sites Facebook du FIFO et de Polynésie la première. Nous en parlerons, bien sûr, demain dans le journal, dans les journaux à 18h30 et à 19h. Et pendant 48 heures, donc, vous pouvez continuer à visionner tous les films si vous êtes inscrit, et même vous inscrire pour voir les films présents au palmarès. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser ces journaux quotidiens du FIFO depuis mardi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.